Donc, bonjour, bonsoir. Donc, on va commencer le premier cours du professeur Greg concernant l'anatomie pathologique. Donc, avant qu'on commence, j'aimerais vous demander l'anatomie pathologique. Quand vous entendez le mot anatomie pathologique, à quoi vous pensez? Alors, on a déjà fait quelques cours concernant l'inflammation, mais maintenant nous allons voir plus en général. Nous allons voir les généralités. L'anatomie, Oui? l'anatomie des parties ou des organes malades ou la pathologie en général. Très bien. Donc, Puis, c'est une science. anomalie de l'anatomie. C'est une science qui va s'intéresser à l'étude des organes lorsque leur fonction est altérée, lorsqu'ils sont malades, lorsqu'il y a des pathologies quelconques. Donc c'est une science qui va distinguer quelles sont les caractéristiques des tissus, des organes, des cellules qui caractérisent chaque maladie. Donc on commence. Donc les objectifs, savoir à quoi sert l'anatomie pathologique. Bien sûr, elle est très très importante, vous le connaissez très bien, parce que lorsqu'on avait étudié la sémiologie, la physiologie, etc., lorsqu'un organe est malade, on va faire une biopsie. Qu'est-ce que ça veut dire une biopsie? C'est extraire un fragment pour l'étudier. L'étude de ce fragment, c'est l'anatomie pathologique. On va ensuite savoir quels sont les différents prélèvements possibles en anatomie pathologique et décrire les phases techniques. Donc bien sûr, je viens de vous demander quelle est l'anatomie pathologique. Comme vous avez bien répondu, c'est la science qui s'intéresse à l'étude des organes lorsque leur fonction est altérée. Donc anatomie, dissection. Logie, c'est étude. Et pathologie, c'est la souffrance. Donc c'est la science qui s'intéresse à étudier les différents organes lorsqu'ils sont malades, lorsqu'ils sont en souffrance. Discipline médicale, voilà, permettant d'étudier. Traduction sur le plan cellulaire, tissulaire et organes. Donc les trois plans qu'on vient de mentionner, oui. هذه الناحية صراحة لا ديفيرونس entre la sémiologie et l'anatomie pathologique. D'abord, comme on a déjà vu, la sémiologie, c'était les signes. Parce qu'un médecin, ce qu'il peut voir, ce sont les signes médicaux, la clinique. L'examen anatomique pathologique, c'est un examen complémentaire. C'est un examen le secondaire qui doit utiliser des machines. Soit une analyse macroscopique, bon, analyse macroscopique, elle peut se faire directement, ou bien microscopique, à l'aide d'un microscope, d'une analyse immunofluorescence, etc. La sémiologie, comme on a dit, un praticien, on va la voir bientôt, là, il y a une slide concernant cela. Donc on doit d'abord définir quelques notions. Qu'est-ce qu'une lésion? Une lésion, c'est une altération morphologique, tout simplement. Donc c'est une altération. Lorsqu'il y a une maladie, on parle de lésion. Il y a plusieurs types de lésions, mais on ne va pas aller dans les détails. Qui sont décelables par tout moyen d'observation, soit par la macroscopie, ou bien la microscopie, ou bien les autres moyens qu'on va voir. On parle d'une lésion élémentaire lorsque l'altération morphologique elle est isolée, d'une structure analysée isolée, seule. On parle d'ensemble lésionnel lorsqu'il y a plusieurs lésions à la fois. Donc en pathologie, il existe deux choses qu'on peut voir. On peut voir les symptômes et les syndromes, c'est la clinique des choses. Donc c'est la sémiologie. Mais complémentairement, on peut faire l'examen anatomopathologique pour voir les lésions et l'ensemble lésionnel et évaluer l'étendue. Donc, Hadi, la pathologie, elle va nous donner ces deux choses à la fois. Les lésions d'un organe, comment il va être altéré, ainsi que les signes cliniques. La fièvre, la douleur, le souffle, l'expectoration, etc. Donc, en pathologie, on veut voir ces deux choses. Donc le médecin, le clinicien, il va voir les symptômes et les syndromes, et s'il a besoin d'informations complémentaires, il va envoyer un fragment de tissu pour une étude anatomie pathologique. Lorsqu'il va faire l'anatomie pathologique, ça va lui rapporter plus de renseignements pour l'orienter dans sa thérapeutique, dans son diagnostic clinique. Donc comment déceler une lésion, bien sûr? Vous connaissez très bien, pour l'anatomie pathologique, le prérequis, le prérequis, c'est d'avoir bien étudié l'histologie normale des tissus. Parce qu'on va voir, Inch'Allah, qu'il y a plusieurs maladies où l'aspect du tissu normal est altéré. L'exemple qu'on a vu, la thyroïdite d'Hashimoto. Vous connaissez tous la thyroïde normale, l'aspect histologique. Qui peut m'énoncer les caractéristiques d'une thyroïde normale? En corps histologique, la thyroïde est organisée en follicules. Ah ah.
il y a l'éculaire et il y a colloïde au milieu. Donc, la première chose, la première structure la plus facilement reconnaissable, c'est une colloïde entourée de cellules avec une couronne de thyréocytes. Quoi d'autre? Donc, avec les cellules parafolliculaires, donc, donc ces trois cellules, alors que dans la thyroïdite d'Hashimoto, vous avez vu l'infiltration, vous avez vu les granulomes, donc vous avez été capable de comprendre la maladie en comparant le tissu normal avec ce que vous voyez maintenant, le tissu malade, n'est-ce pas? Donc vous voyez, vous avez vu l'étendue de l'anatomie pathologique. Comment on est capable de raisonner dans ce cas, n'est-ce pas? Donc voilà, l'anatomie pathologique au final, c'est une comparaison et une compréhension d'elle. D'abord, comment fonctionne la pathologie et un tissu normal, à quoi il ressemble. Parce que la pathologie, comme on dit, c'est une altération. Le tissu, il n'est plus normal. Donc, pour être capable de savoir quand est-ce qu'il est anormal, on doit d'abord savoir les caractéristiques fondamentales de chaque tissu, de chaque organe, etc. Donc les techniques pour l'étude, elles sont plusieurs. Soit on utilise la macroscopie, ça veut dire lorsqu'on va par exemple couper un fragment par exemple de foie et vous le voyez verdâtre, purulent. Donc on comprend immédiatement qu'il y a une maladie parce que vous l'avez vu avec vos propres yeux. C'est la macroscopie. On peut faire aussi pour une étude histologique, c'est la microscopie, une étude ultrastructurale comme l'immunomarquage, une étude moléculaire, antigénique, etc. Donc il existe plusieurs méthodes d'étude. Voici un exemple d'une étude macroscopique d'un organe. Voici une résection colorectale. Le côlon, sigmoïde avec le rectum. Et comme vous le voyez, une rectocolite hémorragique. Vous voyez ici des bouts saignants, des noirâtres. Ça montre que ça saigne ici par rapport au rectocolon normal. Donc pour comprendre, on revient au même principe. Vous devez savoir à quoi le tissu, l'organe, les cellules, quelles sont leurs caractéristiques normales pour être capable de déceler et de repérer les maladies, les altérations. Voilà. Donc voici un exemple, un autre exemple, pièce colorectale. Donc voici la partie proximale et voici l'ulcère. Donc, et avec des saignements ici. Vous le remarquez, c'est partie noirâtre. Voilà. Pour tumeurs malignes. Voilà. Une étude maintenant histologique, comme vous le remarquez, ici c'est un côlon normal, avec bien sûr l'abondance des cellules caliciformes, vous connaissez très bien. La disparition des cellules de Paneth, n'est-ce pas? Le côlon, rectum, c'est les cellules de Paneth, mais qui brauchent. Les glandes. Non? La disparition des cellules de Paneth. Aïe, aïe. Les glandes de Lieberkühn. Et avec l'abondance des cellules calcifiées. très bien, voilà, très bien. Cellules caliciformes. Et les entérocytes, ils diminuent. Donc, il y a des cellules caliciformes. Donc, vous reconnaissez le rectum normal. Mais voilà un rectocolite hémorragique. Vous voyez les dépôts rougeâtres qui se colorent en rose ici, qui est anormal au niveau de la muqueuse. Ça témoigne que ça saigne. Il y a voilà, l'exsudat vasculaire. Les vaisseaux qui saignent partout. Adénocarcinome colorectal. Vous voyez ici une prolifération d'un tissu anormal au niveau de la muqueuse qui a une coloration différente avec les vaisseaux, etc. Donc, voilà, une analyse lésionnelle en confrontation avec le contexte clinique, ça nous permet de nous orienter. Lorsque vous avez un ensemble de symptômes et de syndromes, nous, en tant que cliniciens, on va raisonner et avec l'information surajoutée de l'étude anatomie pathologique, on sera capable de savoir la cause exacte de la maladie. Donc la démarche anatomo-clinique au final. Donc on a un ensemble de symptômes, on peut ensuite demander une imagerie, et à l'aide de l'anatomie pathologique et de la biologie, on peut poser un diagnostic final qui peut être la cause réelle de la maladie de cet individu. C'est pour cela un bon clinicien est un clinicien capable de regrouper tous ces arguments à la fois. Parce qu'un médecin, il ne doit pas être seulement concentré sur la symptomatologie clinique. Il doit aussi savoir quand est-ce qu'il doit demander un examen paraclinique et quelles sont les informations qu'il peut lui ajouter, quels sont les arguments qui peuvent l'orienter. C'est pour cela un bon clinicien, il ne fera que les examens nécessaires. Vous n'allez pas demander un examen complémentaire qui ne vous rapportera rien. Parce qu'il doit avoir un bénéfice. Et bien sûr, lorsqu'on a un diagnostic final correct, on aura un traitement correct et finalement, on aura exercé notre fonction, qui est de traiter les maladies.
Voilà. La démarche anatomoclinique, c'est la description des lésions dans un compte rendu. Donc le spécialiste anatomopathologique, il va étudier le fragment qu'on lui a envoyé et il va nous donner une conclusion. L'ensemble des données morphologiques et des renseignements en conclusion du compte rendu, afin soit affirmer un diagnostic ou bien proposer une hypothèse. Donc voilà, on remarque ici un granulome. Bien sûr, on a étudié l'anatomie pathologique du granulome, épithélio-gigantocellulaire. Et vous vous rappelez très bien qu'en fonction des caractéristiques de ce granulome, on a les étiologies différentes, n'est-ce pas? Qui peut m'en donner des exemples? Allô? Qu'est-ce que si lèpre, les autres causes infectieuses, et il y a même d'autres sarcoïdose. Sarcoïdose, c'est une cause non infectieuse. Donc vous avez commencé à raisonner comme un anatomopathologiste. Vous remarquez l'aspect du tissu et vous posez les étiologies, les causes. Donc c'est ça le raisonnement clinique. Et vous allez procéder par élimination. Ah, il n'y a pas l'éosinophilie, donc ce n'est pas une cause parasitaire, par exemple, etc. Donc voici un exemple. Les affections granulomateuses, il existe des causes infectieuses comme les mycobactéries, comme brucellose, pasteurellose, listériose, spirochète, rickettsiose, certaines maladies virales, etc. Les causes non infectieuses, comme vous avez mentionné, soit par produits chimiques, soit par médicaments, soit par maladie de Crohn, sarcoïdose, etc. Donc en connaissant les étiologies possibles, l'aspect qu'on remarque, on peut poser les étiologies. Et on va procéder par élimination. Vous allez voir, l'individu, il n'a pas d'hyperlymphocytose. Ça veut dire qu'il n'a pas une augmentation des globules rouges, des globules blancs, par contre. Désolé. Donc, on peut éliminer les causes infectieuses. Et au milieu des granulome, par exemple, vous pouvez voir un corps étranger. Donc, dans ce cas, vous allez être capable de savoir directement la cause et de dire que cet individu a un corps étranger qui a causé l'apparition de ce granulome. Donc, ceci n'est qu'un exemple sur comment raisonner en étudiant l'anatomie pathologique pour nous orienter. La valeur surajoutée de cette étude. Donc le rôle, bien sûr, c'est de poser un diagnostic, d'évaluer le pronostic, est-ce qu'il est sévère, est-ce qu'il est non. L'analyse des effets thérapeutiques, pour voir est-ce que avec le granulome, il régresse, est-ce qu'il évolue d'une manière positive ou non, ou bien une recherche scientifique, pour étudier l'effet d'un nouveau parasite, par exemple. On va voir l'anatomie, on aura besoin de l'anatomie pathologique, parce que c'est elle qui s'intéresse sur l'étude des effets d'une maladie. La recherche scientifique. Donc on doit chercher. Si coupez vos micros, sauf si vous voulez dire quelque chose, pour ne pas avoir le bruit. Merci. Donc l'anatomie pathologique générale, ce sont les anomalies cellulaires et tissulaires causées par quelque chose bien spécifique, par un stimuli pathologique. Et nous, dans notre rôle, on va étudier, ce semestre, Inch'Allah, on va étudier l'anatomie pathologique générale, et l'année prochaine, إذا validina كل شيء إن شاء الله الدراري ديروا النية وخدموا مزيان إن شاء الله نفاليديو كل شيء. On étudiera l'anatomie pathologique spécialisée l'année prochaine Inch'Allah. Chaque organe, qu'est-ce qui se passe? Donc les techniques. Quelles sont les techniques? Donc d'abord, on peut diviser l'examen anatomopathologique en deux parties. La phase préanalytique, qui est très très importante, parce qu'on a vu en haut et en large lors de la biochimie clinique que la phase préanalytique, elle conditionne les résultats de la phase analytique. Parce que si nous n'avons pas un prélèvement de qualité, les résultats ils ne seront pas de qualité. Donc c'est pour cela Reikono altéré, très bien. Donc comme on a vu en biochimie clinique, il faut faire attention de ne pas avoir l'hémolyse, d'utiliser un volume correct, le tube correct, d'utiliser les méthodes correctes. Même dans l'anatomie pathologique, il existe des règles qu'il faut suivre rigoureusement. Parce que si on ne les suit pas, notre prélèvement il sera altéré et dans ce cas, les résultats ils peuvent être faussement erronés. Donc c'est pour cela qu'il existe des règles de prélèvement et des techniques bien spécifiques. Et ensuite, la phase analytique. La phase analytique, c'est lorsqu'on passe à l'automate ou bien à la machine pour étudier ce qu'on voit. Donc la phase préanalytique, je pense que je ne vous rajoute rien lorsque je vous dis que même la préanalytique est importante. Parce qu'elle conditionne la phase analytique. Elle influence directement. C'est pour cela qu'il doit y avoir une coordination entre le préleveur et l'anatomopathologiste.
L'anatomopathologiste, il comprend très bien quels sont les problèmes qui peuvent altérer la qualité le prélèvement. C'est pour cela qu'il va aller vers le préleveur et lui donner un certain nombre de consignes. Consignes à suivre pour garantir un prélèvement de qualité maximale, pour être capable d'avoir une précision. Donc d'abord, la source de prélèvement. Un prélèvement peut être transmis par un médecin correspondant de ville pour un diagnostic ou pour un second avis. Il peut demander à l'anatomopathologiste si le diagnostic que le médecin a posé, est-ce qu'il est correct ou non. En milieu hospitalier, il peut soit provenir d'un bloc opératoire, comme on a vu, le fragment de colorectum. Il peut provenir des hôpitaux de jour, il peut provenir des consultations en ambulatoire, etc. Il peut provenir de presque partout. Le matériel étudié, soit on étudie les tissus, donc on fait l'histopathologie, soit on étudie les cellules, la cytopathologie, comme l'examen cytobactériologique par exemple, ou bien cytologique, le ECBU, l'urinaire. Bon, il existe plusieurs méthodes. Donc le prélèvement, on va voir que la phase préanalytique, elle se distingue, il y a la qualité de prélèvement, la réception, comment elle doit se faire, la macroscopie, la fixation, la circulation, etc. On va voir qu'il y a plusieurs consignes à suivre. Le prélèvement tissulaire, il existe trois méthodes. Soit par biopsie, ça veut dire qu'on va insérer par exemple le trochardecus, là vous rappelez très bien du trochardecus en pneumologie, soit des pièces opératoires, lorsqu'on va ouvrir l'individu, on va opérer sur l'individu, on peut resséquer un fragment et l'envoyer pour étude, ou bien lors de l'autopsie. Est-ce que vous savez? Sur un cadavre. Sur un cadavre, très bien. Pourquoi ferons-nous l'autopsie? C'est médecin légal. La médecine légale, très bien. Pour déterminer la cause de la mort. Surtout lorsque la mort est suspecte. Lorsqu'on suspecte un assassinat. Donc les biopsies, c'est prélever un fragment de tissu sur un être vivant, vu d'un examen pathologique. Par extension, ce terme peut désigner le fragment tissulaire. On va insérer une aiguille et retirer un bout de tissu pour l'étude ensuite. Donc technique de prélèvement, soit par ponction, à l'aide d'une aiguille coupante ou d'un trocard, soit au niveau du foie, soit au niveau du rein, soit au niveau de l'os, au niveau de la moelle épinière. Obtention d'un cylindre de tissu de quelques millimètres à quelques centimètres pour l'envoyer pour l'étude histologique par exemple. Les ponctions, elles peuvent être soit effectuées à l'aveugle ou bien sous repérage. Rappelez-vous, la radiologie interventionnelle, elle permet d'orienter notre aiguille. C'est bon? Très bien. Soit par biopsie chirurgicale, ça veut dire que l'individu, vous voyez une tache anormale, alors vous allez la couper. Par exérèse, enlevant la totalité de la lésion. Et vous allez ensuite l'envoyer vers l'étude anatomie-pathologique. Soit au cours d'une endoscopie, c'est une pince qui est montée sur l'endoscope. Donc l'endoscope, il remarque où se trouve l'anomalie et il va ensuite aller couper un fragment au niveau de cette lésion. Donc les critères de qualité d'une biopsie. Qu'est-ce qui fait qu'une biopsie, quelles sont les caractéristiques dont une biopsie doit avoir pour qu'elle soit de bonne qualité? Première chose, elle doit avoir une taille suffisante. On ne peut pas lui donner une biopsie très petite. Parce qu'on doit avoir, le microscope, surtout optique, il ne peut pas voir ce qui est très petit. Donc c'est pour ça que la taille, elle doit être raisonnable. Et technique complémentaire, la coloration et autres, elle aussi, elle doit être bien utilisée. Le nombre, il doit aussi être normal. Considérer l'hétérogénéité d'une tumeur ou une lésion focale, le nombre les fragments retirés. La zone de biopsie, il faut éviter les zones nécrotiques ou hémorragiques. Et il faut aussi élever les prélèvements, et il faut aussi éviter les prélèvements trop superficiels. On doit aller en profondeur pour être capable d'observer la paroi en son intégralité. On veut voir, par exemple, au niveau des tubes digestifs, la muqueuse, la sous-muqueuse et la musculeuse, ainsi que l'adventice ou bien la séreuse. Pour être capable d'être, dans le cas où nous voulions éviter, par exemple, une atteinte de la musculeuse, on doit avoir un prélèvement profond. Sinon, si nous faisions un prélèvement trop superficiel, on peut passer à côté de la plaque parce que la muqueuse est saine, alors que la maladie est se trouvée au niveau de la musculeuse. Ainsi qu'une bonne préservation des tissus. Il ne faut pas les étirer ou bien écraser. Il faut éviter le bistouri électrique parce qu'il va brûler les tissus.
Donc, il va altérer leur fonction avant même d'atteindre l'examen anatomopathologique. Ainsi que repérage topographique. N'importe quelle biopsie, elle doit être répertoriée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si je fais une biopsie pulmonaire, je dois écrire sur le flacon ou bien sur la lame qu'il s'agit d'une biopsie pulmonaire. Je ne vais pas lui dire, je ne vais pas lui donner au médecin, au spécialiste qu'il s'agit d'une biopsie. Je dois l'orienter, je dois l'aider. Donc voilà. Donne-moi les critères de qualité. La deuxième méthode, ce sont les pièces opératoires. L'exérèse partielle ou complète d'un ou de plusieurs organes. Donc lors de le bloc opératoire, lors de la chirurgie, on remarque la lésion, on remarque la maladie. On va prendre un fragment et l'envoyer vers l'examen anatomopathologique. Ou lors de l'autopsie, lors de la nécropsie. Elle est faite, comme on a dit, sur un cadavre, lors d'un médecin légal, surtout lors des cas de mort suspecte, pour savoir la cause de la mort. Parce que voilà, c'est une spécialité qui est ascendante, qui est de plus en plus, qui a une tendance, voilà, que tu es de plus en plus connue, parce qu'elle est très très utile. Elle aide beaucoup vers l'orientation, vers tout ça. Voilà, prélèvement tissulaire. Maintenant, nous allons voir la réception et l'identification. Comme on a dit, après qu'on ait prélevé et envoyé le fragment, maintenant on va le recevoir. Tout prélèvement adressé doit être correctement identifié, comme on a dit, accompagné d'un formulaire de demande d'examen. Par exemple, si je suspecte qu'il y a une tumeur, je vais écrire au niveau de la feuille que je suspecte qu'il s'agit d'une tumeur. Donc voici un exemple d'une feuille, donc demande d'examen anatomopathologique. Donc moi, en tant que médecin, je vais dire bien sûr les caractéristiques les plus importantes. Est-ce que je l'ai obtenu par pièce opératoire, par biopsie, par cytologie, la date et heure, l'aile où j'existe, ou l'hôpital où je viens, où j'exerce, le numéro d'entrée, l'âge de patient et le sexe, le numéro d'anatomie, etc. Donc l'identification est très très importante. Donc voilà, la fiche de renseignement, elle doit contenir le nom, le prénom, la date de naissance, le siège, la date, les circonstances cliniques, paracliniques qui ont motivé le prélèvement. Ça veut dire que qu'est-ce que je suspecte? Qu'est-ce qui ont fait que j'ai besoin d'une étude anatomie pathologique? Parce que comme on a dit, on ne va pas nous amuser à faire n'importe quel examen n'importe quand. Parce que c'est cher. Ahmed. avec واخا تعاود لا بيس اوبيراتوار. La pièce opératoire. شي واحد اللي يعاودها لي اللي فهمها؟ بون جو بونس سير عطاها. لا بيس اكسبيراتوار هي واحد البياس ولا بريليفمون كناخدو لوغ ديال اون اوبيراسيون وسوا كتكون سبيسيفيك تاع اورغان ولا كنقدر ناخدو مثلا اون بياس اللي جامعه بليزيور تيسو هي اللي تنقولوا لها مونوبلوك فهمتيني. نقدر ناخد مثلا اون بياس اوبيراتوار كيف كنقولوا جامعه لينا مثلا تيسو ديال ايباتيك مع تيسو ديال مثلا ديال الفين بورت مع شي حاجه اخرى فهمتيني. هادشي اللي كاين. Donc, pour rejoindre ce qu'a dit mon ami, une pièce opératoire, بالك محمد واش بحال بيوبسي. c'est la même chose que biopsie. Seulement que la biopsie, c'est un fragment et on n'opère pas. Alors que la pièce opératoire, ça peut être tout l'organe en son intégralité. On va le. Mhm. Il est différent aussi par la taille ou bon. Oui, la taille bien sûr. Parce que lors de la pièce opératoire, on peut prendre un fragment plus grand. Alors que la biopsie, on prend un petit fragment. C'est bon? هاد اللعيبه قلتيها وقيلا ماشي ديك المهم Oui. اللي بونس اللي صحيح انه هو راه كياخذوا ان او بليزيور اورغان سوا في دي بلوك اللي هما سيباري ولا كاملين في بلوك واحد. Ah, bon, c'est pas. من هاد القضيه ديال المونوبلوك هي مثلا بياس فهمتي جامعه بزاف لي تيسو غتقدر تكتب عليها في ديفينيسيون. مهم. Donc, les détails. C'est pas grave. Donc, on continue. Donc, lors de la réception de la fiche, elle doit contenir les informations qui apportent quelque chose d'important, comme on a dit, l'identité du patient, le siège, la date, etc. Le traitement éventuel, l'aspect macroscopique ou endoscopique lors des lésions, les hypothèses dit le médecin, et le nom et les coordonnées du médecin prescripteur et préleveur. Donc voilà un exemple d'une fiche comme on a dit. Elle contient les informations nécessaires, les informations importantes.
et les renseignements cliniques comme vous le remarquez. Ici, si je zoome un peu, on peut voir que le médecin a écrit antécédent, syndrome rectal, blablabla, prescription, etc. Et voilà, donc il donne et résection quelque chose ici. Donc, comme vous le remarquez, il y a une coopération entre le médecin et l'anatomopathologiste afin d'être capable d'atteindre un diagnostic final raisonnable et un traitement adéquat. Donc, mise en cours lors de la macroscopie. Donc, lors de la biopsie, fixation immédiate par le préleveur. Il faut au laboratoire déterminer le nombre de fragments, la taille des fragments, le dépôt sur mousse, puis en cassette. Parce que vous devez savoir que le fragment, où est-ce qu'on va le mettre? Où est-ce qu'on va le mettre? On va le mettre sur quelque chose qu'on appelle en cassette. 6 carottes biopsiques. Chaque carotte, on lui donne sa propre cassette. La carotte biopsique, ce sont juste des spécificités du type de prélèvement. Donc, comme vous le remarquez ici, c'est une carotte biopsique. Chacune, on le met dans sa propre cassette. Comme vous le remarquez ici, une cassette, elle contient notre prélèvement, notre fragment de tissu. Les pièces opératoires, si elles proviennent des pièces opératoires, on les met. Il faut d'abord identifier la dimension, les ouvertures, l'identification de la lésion, les mesures, et elle aussi, on les met dans les cassettes, mais des cassettes plus grandes, ainsi que fixation, parce que l'organe, il ne doit pas bouger lors du transport, donc on va le fixer. Donc, se fait sous une table aspirante ou sous haute vitrée performante, afin d'aspirer les vapeurs de formol. Les manipulations s'effectuent toujours avec des gants anti-coupure et résistants au solvant, pour ne pas interagir avec la pièce opératoire, pour ne pas l'altérer. Donc voici un exemple de pièce opératoire resséquée. Donc c'est un rectocolon. Rectocolon probablement hémorragique, comme vous le remarquez ici, ça saigne. Voilà, ici c'est la même image, rectocolon, qu'on a resséqué après chirurgie. Donc c'est une pièce opératoire. Donc voilà, on la coupe et on la met dans des cassettes, comme vous le remarquez ici. Chaque pièce pour étude anatomie pathologique. C'est bon? ياسين سمح لي نسولك. Bien sûr. دابا هاد سميتو هاد لو ريكتوم وهاد الطرف ديال الكولون اللي حيدنا هذيك تسمى اون بيوبسي اون بيس اوبيراتوار وكنشدوها كنقطعها باش تولي عندنا بيوبسي لا كنشدوها كاملين كيتسموا بيس اوبيراتوار. Parce qu'on veut les préserver dans un état raisonnable. Donc on va les découper en petits fragments qu'on va garder dans des cassettes et les fixer. Parce que l'organe en lui-même, en son intégralité, c'est un peu dur de le transporter à lui-même. Donc c'est pour cela on procède par cette méthode. Mais la biopsie, là, c'est différent. La biopsie, c'est un fragment obtenu par un tissu à l'aide d'une aiguille ou bien par un autre intermédiaire. C'est bon? Très bien. Donc, après le choix des prélèvements destinés à l'analyse, les restes de la pièce opératoire sont conservés afin de pouvoir, en cas de nécessité, effectuer des prélèvements complémentaires. Donc, l'organe qu'on a coupé, on va par exemple le diviser en deux. Une première partie, on va l'envoyer au médecin anatomopathologique. Si c'est suffisant, très bien, on s'arrête là. Une deuxième partie, si ce n'est pas suffisant et l'anatomopathologiste, par exemple, il demande plus de prélèvements, on va lui donner la deuxième partie. On va la garder. Donc, dans le cas, juste, c'est l'ihtiyat, c'est la réserve. Si nous avons besoin, c'est bien. Si nous n'avons pas besoin, c'est bien aussi. Donc, c'est par cette méthode dont on agit. Comme vous le remarquez ici. Alors, le médecin, il a déjà assez de cassettes pour l'étude anatomopathologique. Donc, le reste, il va le préserver dans un réfrigérateur ou bien quelque chose comme ça. C'est bon? Maintenant, la fixation. Le fragment qu'on a obtenu, il ne doit pas bouger. Comment on va le fixer? Bien sûr, la fixation, c'est une étape cruciale. Elle permet la conservation des tissus. Parce que si le tissu, il bouge, il va frapper la paroi et il peut être fragmenté. Il peut subir d'autres fragmentations, explosions des cellules, etc. Donc c'est pour cela, une fixation défectueuse, elle cause une analyse difficile. C'est pour cela, la fixation, elle doit être la plus correcte possible. Donc bien sûr, la fixation, bloquer les enzymes endogènes, afin de bloquer la pullulation microbienne et la lyse cellulaire. Maintenir les structures cellulaires à l'état le plus proche possible de la physiologie. Et de préserver leur réactivité si nous voulions faire une étude immunohistochimique. Et de préparer une inclusion en paraffine. Donc, les buts de la fixation. Mais voilà.
on va fixer l'organe par des méthodes qu'on va voir دابا سمياتهم. باش نقولها هكاك هاك فاش سمعتي كي سي ام فقتي. ياسين كيفاش زعما شنو هو العلاقه ما بين لا فيكساسيون و لو بلوكاج دي زونزيم اندوجين زعما الا ديك سميتو داك الطرف اللي قطعنا زعما اللي كنديروا عليه فيكساسيون واش الا زعما كان كيتحرك وكان كيتضربوا زعما غادي يتليبيراو دي زونزيم ولا شنو؟ لا باش تبلوكي لابوبتوز اصاحبي. Pour bloquer حيت دابا les cellules فيهم des enzymes لداخل. Et si la cellule, elle meurt, et elle explose, elle va libérer les enzymes à l'intérieur des granulations. Et si et les enzymes, ça peut dégrader la cellule. Ainsi que la fixation, c'est une méthode d'antisepsie. Ça va enlever tous les microbes qui existent au niveau du tissu prélevé. Parce que vous savez, là, le trocar, il peut être non stérile, et vous allez le mettre dans de l'air ambiant. L'air ambiant, ça contient les champignons, les particules en suspension, etc. Et si ces particules et ces champignons se fixent sur notre prélèvement, et on le laisse comme ça, avec le temps, ces champignons vont manger nos cellules. Donc on ne peut plus étudier notre prélèvement. C'est bon, Ahmed? صح. حسين Nama, Yassine. بريباري بارافين هي اللي كندير لها كونسوليداسيون ولا اللي كنتقطع فيها؟ Préparation en paraffine. حنا نشوفوها دابا شويه. Donc voilà. On continue. هنا voici un exemple ديال حيت paraffine حنا غنشوفوها دابا شويه. Préparer l'inclusion en paraffine. Préparer l'inclusion, le paraffine, je pense c'est une substance qui permet de préserver هذاك le tissu. Donc voici. خليك Bien sûr هنا خلاها. ياسين شتي ديك البارافين اها هي ديك الماده اللي كتستعمل باش تصيب الشمعه. الشمعة. اوكي. ياسين رجع قبل هذه الحرقه الصحيحه واقيلا. Donc la fixation chimique c'est une étape très cruciale, très importante. Si on la fait incorrectement, le tissu est impossible à étudier. Comme les prélèvements sanguins hémolysés. Tout prélèvement sanguin hémolysé, rince. Armé. C'est bon? قال كيف ما قال ياسر هذيك حيت كاينه واحد Ah هذاك كيدخلوه في واحد الماشين كدير هذيك ديكوب باش كيديروهم في لي لام باش يشوفوهم. Ah d'accord. وحده هذيك ايطاب وحده فيكساسيون. لا 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 كان Bon, bah, les amis, on va voir Rakin la paraffine, qu'est-ce que ça veut dire bientôt في الديابو. باش نشوفها plus en détail. Pas besoin de prendre discuter بحال هكا. C'est bon, Ahmed نكمل. صافي. Très bien. Donc voilà. نقول لك راه محمد. Voilà. Ah, Mohamed. Ah, ça fait. Donc, une check de place, très bien. Donc, voilà un exemple d'organe qui subit une fixation. Donc, on met plusieurs. On le coupe en fragments. Ensuite, on le fixe par des punaises ou le machin. C'est quoi ça? La durée de fixation, elle dépend de la taille du prélèvement ainsi que de la température. La fixation est ralentie par le froid et accélérée par la chaleur. La vitesse de pénétration du fixateur dépend du tissu aussi. Plus le tissu est dense, plus il est difficile à l'agent fixateur de pénétrer. Et plus il est mou, ça devient facile de fixer. Donc la méthode de fixation, elle va varier aussi. La pièce où le prélèvement doit être immergé dans un fixateur de qualité dans un délai le plus bref possible. Il faut rapidement mettre notre fragment ou bien le morceau dans un fixateur de qualité. Respectant un rapport adéquat. Il doit au minimum être 10 fois le volume de la pièce. Au minimum. Circulation. L'ordielle circulation. Donc c'est une substitution de l'eau qui est dans les tissus par une substance totalement hydrophobe et chimiquement inactive. Il y a le paraffine. Donc le paraffine c'est une substance où on va mettre la pièce dialna. C'est le but d'Yalha, c'est l'imprégnation des tissus malléables par une matière rigide, lui donnant une résistance mécanique afin d'en tirer des coupes de l'épaisseur désirée. Donc comme a mentionné notre ami Yallah Daba, Yasser, c'est on la prépare pour être dur, pour être capable de la couper en fragments qui sont résistants, qui sont plus faciles à manipuler.
Donc c'est un processus automatisé et qui se caractérise par plusieurs étapes. كندخلوا في l'automate et l'automate il va faire notre imprégnation par la paraffine. Donc prélèvement du milieu fixé. Donc la fixation on l'a faite donc dans ce milieu, dans un milieu fixateur. Et ensuite on va l'insérer dans l'automate. L'automate il va nous faire sortir des blocs d'inclusion en paraffine, qui est plus facile à manipuler. Vous voyez? Donc il subit une déshydratation, une clarification, ensuite une imprégnation en paraffine, et on obtient au final notre lame ou bien une coupe plus facile à manipuler. Bien sûr. ماشي هذه قبل هذه دابا ياسين هذا لامبرينياسيون اوتومات دو سيركولاسيون. دابا كنشدو هذا سميتو ديك اللي درنا ديال داك التيسي كنشدوه باش نديروه في ديك لابلا وتبقى لينا زعما فاسيل ا مانيبيلي ميكروسكوبيكمون. كنشدو كنديروا ليه هاد البارافين هذا باش زعما نحميوه باش نديرو في ديك Aïe. Donc c'est une manière d'augmenter la qualité du prélèvement et de le protéger de l'imprégnation en paraffine. Donc voilà, c'est un processus entièrement automatisé qui nous permet de faciliter la manipulation. Parce que si on ne le faisait pas, le tissu serait plus fragile et le prélèvement, plus facilement, il va perdre sa qualité. C'est bon? ياسين واش داك لو تيسو اللي كناخذو كنديروه في ديك لابلاك واش ما كنديروش ليه كولوراسيون كنديروا ليها البارافين صافي Coloration, حتى هي كنديروها. من بعد البارافين راه حتى هي كتكولوغي لينا. Comme on remarque ici, après la paraffine et après qu'on reçoit la plaque, on va la colorer. C'est après. Mais c'est avant. Le paraffine a de coloration. Ensuite, on va voir l'inclusion en paraffine, comme on a dit. Enrobage du fragment dans la paraffine liquide, qui est rigidifiée, permettant ainsi de conserver les rapports architecturaux, de protéger le tissu, afin d'être capable de le manipuler plus facilement, support externe, pendant et après la coupe. Donc c'est pour ça qu'elle est très très importante, parce que ça permet de faciliter, parce que si on ne le faisait pas, le tissu il serait beaucoup plus fragile. Ça veut dire que rapidement, si on fait bousculer un peu avec le prélèvement, rapidement il allait éclater. Donc la paraffine, elle permet d'augmenter sa résistance. Donc voici un exemple, on fait rentrer la cassette au niveau de l'automate, et l'automate ensuite, ils vont nous donner de l'inclusion en paraffine. Plus résistant. C'est d'un solide autour du tissu pour le protéger. C'est bon? Oui? شوف الشرط نشاط واخا حتى واحد اللحظة. دونك الأولى اللي كتكولوري الثاني كتبروتيجي. لا راه سي لا ميم شوز. الأولى راه هي هذه، راه هي انكلوزيون ان بارافين. Déshydratation, clarification, imprégnation. Imprégnation en paraffine. La coloration غتجي من بعد. زعما كتهضر على هاد الليكيد ولا émerger. هذا c'est juste la protection de le tissu pour qu'il ne meure pas. La fixation. La fixation ce n'est pas une coloration. C'est juste le milieu où on va déplacer هذاك le tissu. Ça va? Très bien. Bien sûr. دابا لو فيكساسيون يمكن ليه يكون في اي بلاصه ولا على حسب لو تيسي فين يمكن ليه يعيش او لا ديما كنديروا لو فيكساسيون ان ميليو ليكيد. Le milieu liquide, le milieu de fixation, il varie en fonction de le tissu qui d'ailleurs. C'est bon? Voilà. Ensuite, après l'inclusion en paraffine, comme on le remarque ici, on va faire la microtomie. Qu'est-ce que la microtomie? C'est obtenir des rubans de qualité très fins qu'on peut facilement interpréter. Donc, la microtomie, on va couper l'inclusion en paraffine en de fines lamelles, en de fines coupes, on va introduire au microscope. Cette épaisseur permet au rayon lumineux de microscope de traverser la préparation. Donc, ruban confectionné à température ambiante à l'aide d'un microtome. Donc, un appareil appelé microtome, muni d'une lame de rasoir. Donc, je le microtome, voilà, c'est un appareil, le bloc d'inclusion. Lorsqu'on lui donne le bloc d'inclusion, il va le découper en petits morceaux. Ensuite, étalage. Oui. هذه اللي كنتي دويتي عليها صلاح شويه قبيله. هذه اللي راه هادو كاملين زعما شنو قال صلاح؟ راه قال كل شيء في دقه. Toutes les étapes à la fois.
on va préparer la solution باش تولي بحال الشمعة كما قال ياسر et ensuite elle va être découpée en petits morceaux. La préparation ديال الشمعة et ensuite coupée en petits morceaux. راه هادوك c'est la même chose زعما elles sont toutes les deux faites في la même étape rapidement. وحده كدير بارافين نيشان فاش صافي كتبريبارا كتحطها باش تقطع. Donc c'est une succession d'actions اللي on peut pas diviser. Donc au final, on obtient des lames blanches très fines qu'on peut préparer, qu'on va ensuite colorer et étudier sous le microscope. Donc voici le microtome. On lui place le bloc d'inclusion et il va le couper en petits morceaux. C'est bon? C'est bon jusque-là? La préparation de l'anatomie pathologique. Voilà le microtome. Aïe, c'est une méthode pour obtenir donc les plaques de l'histologie. Voilà, le microtome ensuite, il va lui donner de petits fragments, des petites lames. Alors, si vous vous rappelez, toutes ces images, quand vous regardez, elle nous l'avait déjà montré professeur Anwar, première année médecine, en étudiant l'histologie. Mais bon, ce n'est pas grave. Ensuite, on va colorer l'élément obtenu avec une coloration correspondante, bien sûr. On ne va pas colorer n'importe comment. Vous connaissez très bien qu'il y a plusieurs méthodes de coloration. S'il vous plaît, on prend une minute l'adhan. Donc voilà, prélèvement tissulaire. Ensuite, on va faire une coloration adéquate. Bien sûr, vous vous rappelez très bien que dans certains cas, on utilise une coloration bien définie. Par exemple, si on connaît que la cause de la maladie c'est le mycobacterium, on va pas utiliser le MGG, on va pas utiliser gramme, on va pas utiliser l'éosine, on va pas utiliser de Xi. On utilisera une coloration bien spécifique. Donc on doit savoir, en fonction de ce qu'on étudie, la coloration adéquate. Donc il existe des colorants cytoplasmiques, comme de l'éosine, comme certaines substances, dites éosinophiles, notamment cytoplasme en rose ou en rouge, ou bien des colorations nucléaires, comme l'hématoxyline, comme hématéine, et d'autres colorations, comme ou bien on peut faire la coloration standard, la plus utilisée, c'est une association de l'hématéine, éosine et le safran. Ce qui nous donne donc les coupes histologiques standards qu'on connaît. Mais dans certains cas, voici les thyroïdes bien sûr, mais dans certains cas, on peut utiliser des colorations en fonction de ce qu'on veut. Si on veut chercher par exemple les fibres de réticuline, on va utiliser un colorant spécial ou bien l'imprégnation d'argent. Si on veut chercher les mycobactéries, comme vous le remarquez ici, la souris, vous remarquez qu'on va utiliser la coloration de Zille-Nelson, etc. Donc en fonction, certaines bactéries on utilise Gram, les virus, les parasites on utilise leur propre coloration, etc. Donc comme on a dit, on doit savoir en fonction de ce qu'on cherche, on utilise une coloration spéciale. Le bleu alcyan si on cherche les mucines acides, le PAS, glycogène, lipopigment, champignons, etc. Non? Très bien. Donc voilà, le PAS, lors de les mucines, elles sont neutres si on cherche les glycogènes. Le bleu alcyane pour les mucines acides. Le trichome de Masson pour les fibres de collagène, comme vous le remarquez ici. Les colorations des fibres de réticuline, on peut faire soit l'imprégnation d'argent ou bien une coloration spécifique. L'huile rouge pour les lipides, oil red. Le rouge Congo, dans le cas de l'amylose. On va voir tout un cours concernant l'amylose. Coloration de Gomori pour les champignons. صبر ناخذ السكرين شوت ديال هذا نوريه صاحبي واحد السميه سبيسيال. Coloration de Giemsa dans le cas parfois de l'hélicobacter. Donc voilà, comme on a dit, la coloration elle doit dépendre de ce qu'on cherche. Donc puisqu'on connaît, s'il y a une spécificité, on va utiliser la coloration spécifique. Mais la coloration la plus standard, c'est l'hématéine, Giemsa, etc. Donc on continue. Ensuite le montage. C'est-à-dire que la coupe colorée qu'on a obtenue, on doit la monter correctement au niveau du microscope pour l'étude. C'est de fixer une lamelle couvre-objet sur la coupe afin de la protéger. Elle permet de diminuer la diffraction et de regarder de forts grossissements avec de l'huile à l'immersion. Bien sûr, vous devez savoir que la préparation des lamelles, la lame avec la lamelle, il ne doit pas y avoir de bulle d'air entre la lame et la lamelle. C'est pour cela que c'est très très important la préparation, comment elle se fait. C'est pour ça qu'on utilise l'huile à l'immersion. Mais là, je vais partir hors sujet واحد شوية.
Si vous prenez une lame avec une lamelle et vous regardez des bulles d'air, est-ce que vous savez comment on va s'en débarrasser? Bon, on peut زعما avoir des autres زعما bactéries ولا شي حاجة بحال هكا. لا ولكن إذا كانوا des bulles d'air بانوا لك est-ce que tu connais une méthode pour s'en débarrasser? Ah, je pense pression. Elle a les lamelles. Pression mais pas seulement, accompagné de quelque chose. ووتر ديال الاجوت بون الاجوتي أول حاجة كاين l'huile خاصك دير de l'huile mais pourquoi l'huile? Pour les frotter entre elles, les frotter. On continue à frotter et les bulles d'air progressivement elles vont sortir entre les deux lames à la lamelle. Et vous devez savoir que lorsque la lame et la lamelle elles ne contiennent plus aucune bulle d'air entre elles, à votre avis, comment est la pression entre la lame et la lamelle comparée à l'atmosphère? Ça je pense qu'on négatif. Négative, très bien. نيجاتيف. Donc, ce qui conditionne un montage correct, c'est une pression négative par rapport à l'atmosphère entre la lame et la lamelle. Ça signifie qu'on s'est débarrassé de toutes les inclusions, de toutes les inerties. Il doit être un milieu inerte, mais fait ouais. Seulement le tissu qu'on veut étudier avec la coloration adéquate. Et je vais prendre de l'exemple pour vous expliquer autre chose. C'est la même chose qui se passe au niveau le poumon, au niveau de la plèvre. La lame et la lamelle, elles sont capables de se frotter entre elles. Mais si vous voulez les séparer, est-ce que c'est facile? Non. Vous avez besoin de beaucoup de force pour séparer les deux lamelles. Ça témoigne de l'effet d'une pression négative. Ils sont tellement intimement liés. C'est la même chose au niveau de la plèvre. Et si on veut les séparer, on risque de déchirer, on risque de briser avec le fragment. Donc un bon montage, il doit avoir cette caractéristique. Tellement ils sont intimement liés, c'est difficile de les séparer. Et c'est ce qui permet une bonne réfraction de la lumière. Parce qu'il ne va pas passer une grande distance. C'est bon? Donc voilà. Maintenant, on a fini la phase préanalytique. Maintenant qu'on a... Bien sûr. C'est... Donc maintenant que nous avions suivi les règles générales d'un bon prélèvement, nous allons ensuite passer à la phase analytique, où on va analyser ce qu'on voit. Donc la coupe, la lame et la lamelle et le tissu, ils sont de bonne qualité, tabarakallah alaykoum, vous êtes un bon clinicien. Maintenant, le spécialiste en anatomie pathologique, il va étudier ce qu'il va voir. Donc le pathologiste, il a besoin de microscope. Parce que l'anatomie pathologique, c'est on regarde le tissu. Donc voilà un exemple d'un examen anatomo-pathologique. On étudie ce qu'on voit. Donc voilà des inclusions, je ne sais pas quel tissu il s'agit, mais l'anatomopathologiste, il sait ce qui se passe et ce qui est anormal. Donc les prélèvements, il existe plusieurs types de prélèvements. On distingue les prélèvements cytologiques, c'est une analyse de cellules ou bien d'amas de cellules. Il est surtout dans le cadre de dépistage, surtout des cancers. On utilise un amas de cellules pour voir si la cellule elle a subi une modification. Ou les virus oncogènes par exemple, pour dépister un cancer. Les techniques de prélèvement elles sont variées, comme les ponctions, recueil d'urine, raclage, brossage, aspiration, apposition, lavage, etc. Donc les techniques de prélèvement elles sont variées pour obtenir cet amas cellulaire pour étudier. Donc voilà un exemple. Donc voici un amas cellulaire qu'on va étudier. Comme le frottis. Le frottis lui aussi, il nous permet d'obtenir un amas cellulaire. Vous savez c'est quoi le frottis cervical? Le cervix de la femme. L'endocole, l'exocole. Très bien. Donc on frotte avec la région pour causer une desquamation et étudier les cellules obtenues. Pour dépister s'il y a un cancer le col. Donc voilà. Ensuite on insère avec la lamelle, ensuite l'huile, pour avoir une coupe de bonne qualité. Donc étalement des cellules sur une lame de verre, cytocentrifugation. Les lames peuvent être soit séchées à l'air, et ensuite ils peuvent subir une coloration, ou bien soit fixées, la fixation, soit un mélange d'alcool ou bien d'un un alcool, avec une coloration de Papa Nicolau. Donc c'est juste des PPN, PPN.
Donc, en fonction du prélèvement cytologique, il va subir la méthode utilisée. On fait des colorations bien spécifiques. Et comme vous le remarquez ici, nous avons un amas de cellules. Ce n'est pas vraiment un tissu entier, parce qu'on ne remarque pas la paroi. On voit juste des cellules. Voilà un exemple des étapes. Le liquide, cytocentrifugation. Donc voilà l'appareil qui va faire la cytocentrifugation. Et ensuite, on étudie l'amas cellulaire. Donc, ياسين بلاتي oui. قال لك محمد تسنى واحد الدقيقه. Ah, تسنى واحد دقيقة, ok. Donc voici un exemple de l'étude d'amas cellulaire et il s'agit d'un mésothélium malin de la plèvre. Comme vous le voyez, c'est amas cellulaire en division anarchique. Ça témoigne, alors que autre part, il y a juste une répartition de cellules normales. Alors qu'il y en a qui ont des cellules géantes ou des cellules de grande taille en activité nucléaire extrême, etc. Donc ce sont des caractéristiques du cancer. Ne vous inquiétez pas, il y a toute une partie, il y a un professeur qui va s'intéresser au cancer. Donc si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Ici c'est juste pour vous donner une idée sur ce qu'on peut voir. Donc un autre exemple, les cellules exocervicales, frottis cervicales, comme je l'ai déjà dit. Ensuite nous avons les techniques particulières, d'autres techniques pour étude. Il existe un examen extemporané. C'est un examen anatomopathologique pratiqué dès que le prélèvement est effectué. Il donc est rapidement, immédiatement. Il ne subit pas une fixation et pendant l'intervention chirurgicale, afin de fournir rapidement au chirurgien un diagnostic susceptible de modifier le déroulement de l'acte chirurgical. Donc on comprend que cette étape, elle est faite en urgence pour immédiatement obtenir notre renseignement pour être capable d'orienter la chirurgie. Donc elle est rapide et il n'y a pas de fixation. Donc il y a une fixation par congélation. Donc on peut sauter les étapes qu'on vient de mentionner parce qu'on est en situation d'urgence, comme j'ai dit. Les indications, c'est d'établir un diagnostic qui peut aider l'acte opératoire, qui peut apporter une information importante. Déterminer si le prélèvement est suffisant et approprié pour faire le diagnostic, confirmer la qualité des limites d'exérèse, confirmer la nature du tissu et sélectionner du tissu frais pour des techniques spécialisées. Donc comme on a dit, les techniques spécialisées, elle est utilisée pour savoir est-ce que la chirurgie qu'on vient de faire maintenant, lors de l'exérèse opératoire, lors de la pièce opératoire, est-ce qu'elle est maligne ou bénigne par exemple, et de savoir si on continue la chirurgie ou bien on s'arrête là. Parce que ce n'est pas nécessaire d'opérer sur tout. Donc si ce n'est pas nécessaire, on peut arrêter la chirurgie et voilà. C'est bien parce qu'on a obtenu assez d'informations. Par contre, si l'examen anatomopathologique, il revient avec d'informations qu'on doit opérer, encore plus, on doit tout enlever, au lieu d'enlever seulement une partie, dans ce cas, on continue la chirurgie. Donc dans ce cas, on utilise des techniques spécialisées rapides pour être capable d'orienter notre chirurgie. Voici des images, tumeur-rectomie mammaire qu'on va étudier rapidement. Cassette, bien sûr, et on ne fait pas le formol, on fait par congélation, la fixation par congélation. Et ensuite, on étudie l'examen anatomopathologique. Donc voilà, congélation, comme vous remarquez, moins 31 degrés Celsius pour congeler. Et ensuite, coloration HES rapide pour être capable de rapidement interpréter ce qu'on voit. Montage puis lecture pour étudier. Est-ce qu'il s'agit d'une tumeur ou bien inflammation? Est-ce qu'il est bénin ou malin? Est-ce qu'il y a des limites d'exérèse? Est-ce qu'on va s'arrêter ici ou bien éliminer plus de cellules? Éliminer un fragment plus grand de l'organe. Donc ces caractéristiques, elles sont importantes lors de la chirurgie pour nous orienter. Est-ce qu'on continue la chirurgie ou bien on s'arrête? La caractérisation précise des lésions ne se fait qu'après fixation au formol et inclusion en paraffine. Donc après cela, après cette technique spécialisée, on a encore besoin de l'autre technique, la technique standard, pour avoir des caractéristiques plus spécifiques, plus grandes, comme vous le remarquez. La caractérisation précise, on a besoin de la fixation au formol et le paraffine. La technique qui prend beaucoup plus de temps. Mais en urgence, on fait de la méthode spécialisée qui est rapide pour orienter notre chirurgie. Mais après la fin de la chirurgie, on peut déterminer les autres caractéristiques. C'est bon jusque-là, Drelly? هادشي كامل كنديروه في 20 مينيت. بحال هكاك نقولوا 30-40 minutes, 1 heure. بحال هكاك, oui. Donc voilà, voici un exemple de coupe qu'on étudie avec des inclusions anormales. Limite de l'examen extemporané, c'est un diagnostic de présomption. Je sais que c'est une présomption.
Supposition. Donc, comme on a dit, nous n'avons pas assez d'informations. On recueille juste assez pour orienter notre chirurgie. Mais nous avons, comme j'ai dit, toujours besoin nous avons toujours besoin de la technique standard pour avoir les informations plus précises. Ainsi que la morphologie, elle est altérée parce qu'on procède par congélation. On ne procède pas par la méthode standardisée. Et il n'est pas possible d'examiner une lésion volumineuse. On l'utilise sur les tissus calcifiés. Et comme on a dit, on ne peut pas étudier les lésions volumineuses. On n'étudie que les prélèvements plus petits que 1 cm. C'est bon? Ensuite, nous allons voir la deuxième méthode, l'immunohistochimie. L'immunohistochimie, c'est une réaction qui est basée sur la fixation antigène-anticorps. L'immunohistochimie, soit directe ou bien indirecte, une coloration, etc. Donc, elle permet de mettre en évidence les antigènes spécifiques dans des coupes tissulaires par des anticorps dirigés, des anticorps spécifiques contre ces antigènes, et rendus visibles par conjugaison avec du fluorochromes. Donc, l'anticorps qu'on va utiliser, il est déjà marqué, il est par des traceurs immunofluorescents. Donc, lorsqu'on aura une fixation anticorps-antigène, on aura des zones marquées qui sont fluorescents. Donc, ça témoigne de la formation de le complexe. نعم ياسر. دابا l'immunohistochimie هي l'immunofluorescence. Parce que l'immunohistochimie, c'est plus en détail l'étude de notre propre tissu pour déterminer les antigènes de surface. Est-ce que le marqueur CD34, CD41, CD8, alors que l'immunofluorescence c'est plus généralisé. L'immunofluorescence, on peut même utiliser les bactéries, étudier les bactéries, les corps étrangers, etc. Vous avez les pathogènes, mais chez corps étrangers. Donc voilà un exemple. Nous avons un anticorps marqué qui va se fixer avec l'antigène. Et ça va nous donner une immunofluorescence. L'intérêt de l'immunofluorescence, l'immunohistochimie, c'est l'intérêt diagnostique pour déterminer la cause. Parce que comme on a dit, la fixation des antigènes anticorps, elle est spécifique. Elle permet aussi de déterminer le pronostic, est-ce que c'est grave ou non. Elle a aussi un intérêt thérapeutique. Parce que ça peut nous donner une idée qu'on peut traiter par les anticorps. On va injecter les anticorps spécifiques dirigés contre le cancer par exemple. Comme on a dit, l'immunohistochimie, c'est surtout les antigènes du corps humain. Comme vous le remarquez, on a immunofluorescence contre les marqueurs CD20, contre la cytokératine 7, le Ki67, etc. Alors que l'immunofluorescence, elle est plus généralisée. C'est bon? Ensuite, la méthode qui suit, c'est l'hybridation in situ. L'hybridation, c'est une méthode de prolifération de l'ADN ou bien l'ARN. Donc, hybridation, vous vous rappelez de ça? On l'a vu en génétique, n'est-ce pas? Allô? Qu'est-ce qui se met? كلكم عييتوا يلا الدراري يلا الدراري عرفوا راه بلي اذا متوا نتوما انا راه اكثر من انا المهم انا ميت ولكن زيدوا شويه بنبقى 10 صفاحي وناخذوا une pause. Donc l'hybridation in situ, comme on a dit, on procède d'abord par chauffage pour séparer les deux brins et ensuite on insère le peptide signal pour commencer la synthèse d'un nouveau ADN. Et ce sont des méthodes de génie génétique pour proliférer notre ADN et ARN. Et ensuite, on utilise les méthodes, soit immunomarquage, soit PCR, etc. Donc voilà, comme on remarque, les chromosomes, c'est un ADN double brin qui peuvent subir sondes fluorescentes qui reconnaissent spécifiquement l'ADN. Et on remarque alors une fixation à l'ADN. Se fixe sur le gène s'il est présent dans la cellule, en émettant un signal fluorescent. On peut aussi utiliser bien sûr la méthode de Fish, la méthode de recherche du génome Epstein-Barr dans certains lymphomes, ou bien Fish à la recherche de translocations particulières. Donc l'hybridation in situ est très très importante parce qu'elle nous permet de dépister plusieurs maladies, surtout génétiques. Ensuite, nous avons les techniques de la biologie moléculaire, surtout l'ADN et l'ARN, c'est la PCR. Donc étude de molécules porteuses du message génétique, structure, synthèse, altération, mutation ou transformation, et qui ont un rôle très très important. Par exemple, je vais vous donner juste un exemple de biologie moléculaire, le PCR lors du Covid. Le PCR, il avait un outil très très important pour dépister les individus qui sont malades du Covid. Le PCR, parce qu'il était très spécifique et très sensible.
Donc la même chose ici, la biologie moléculaire, elle nous permet de déterminer les caractéristiques du cancer, de la tumeur. Quel est son propre ADN? Est-ce que l'ADN, il lui confère une dangerosité élevée ou bien elle est bénigne? Donc l'une des méthodes de classification, c'est la biologie moléculaire. Elle permet de confirmer un diagnostic, elle permet d'évaluer le pronostic, est-ce que c'est grave ou bien c'est bénin, la theranostique et l'oncogénétique. Donc ce sont juste des abad, de la biologie moléculaire qui permet de nous donner plus de renseignements. La PCR, comme on a dit, copier de manière exponentielle le fragment d'ADN et ensuite l'étudier. Est-ce qu'il a l'étude? Est-ce qu'il a le gène, par exemple, le gène 41, le gène 38, etc. Les gènes, pour étudier cette cellule, quelles sont ses caractéristiques. Ensuite, faire soit voilà, le rappel de PCR, dénaturation, et ensuite le code, le peptide signal, et ensuite on a la prolifération. Et on étudie ensuite avec l'ADN obtenu. Donc on étudie quels sont les gènes qu'il possède, est-ce qu'il a le SYT, le SSX1, etc. Mouhim, hadou les détails ديال le spécialiste. On peut aussi faire l'électrophorèse pour étudier la cellule obtenue. Est-ce qu'elle a les caractéristiques de cette bande, la bande TX18, la bande bêta-actine, etc. Comme vous le remarquez ici. Donc on comprend que la PCR, elle est très très importante parce qu'elle nous rapporte beaucoup de renseignements. C'est bon? Il existe aussi la méthode de séquençage. C'est l'enchaînement ordonné et orienté de nucléotides. C'est à peu près la même chose. Ce n'est pas la même chose, سمحوا لي. Séquençage, vous vous rappelez l'oustad ديال biologie اللي كانوا كيحضر كان قال لنا le séquençage, c'est une méthode vraiment exceptionnelle qui a évolué très rapidement ces dernières années. Qu'est-ce que le séquençage? On prend une cellule et on va étudier son ADN du premier nucléotide au dernier nucléotide. On va étudier les bases azotées. Le T, C, G, A, vous connaissez ça. Pour étudier le séquençage, vous vous rappelez? Très bien. Donc ensuite, on obtient la liste, la séquençage de l'ADN de l'individu. Et on est capable, d'à partir de cette séquence d'ADN, savoir les caractéristiques de cette cellule. Donc le séquençage, lui aussi, il est très très important parce qu'il est très 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 spécifique. Il va nous donner les caractéristiques entières de l'ADN de la cellule. C'est pour cela on comprend que protéger l'ADN et l'ARN, ils sont d'une importance capitale afin d'être capable de les lire, d'avoir un prélèvement de qualité pour être capable de bien travailler avec. Parce que les méthodes que nous avons de nos jours, elles sont très spécifiques. C'est pour cela que le prélèvement, il doit être de bonne qualité pour nous donner des renseignements adéquats. C'est bon? Très bien les amis. Donc voilà, on a terminé le premier cours de la généralité de l'anatomie pathologique. Donc elle s'intéressait à l'étape pré-analytique, donc les lois et les règles qu'on devait suivre pour conditionner un prélèvement de bonne qualité. Et ensuite la phase analytique, l'étude du prélèvement, comment elle se fait. On a vu la technique la plus standard, c'est l'étude sous le microscope. Et ensuite il y a des méthodes plus spécialisées. Comme on a vu dernièrement les méthodes de biologie moléculaire, l'immunohistochimie, le test rapide en chirurgie, etc. C'est bon les amis, pas de problème? Très bien. Voilà, on s'arrête ici.